Partout sur la planète, l'eau disparaît. Ce n'est plus une rivière. Regardez, plus que de la caillasse. Mais cette eau, que devient-elle? Ce n'est plus de l'agriculture, c'est de l'agrobusiness. On est des citoyens de deuxième zone. Nous avons enquêté sur les responsables de cette crise. Transporter du fourrage d'un continent à l'autre est une aberration. Elle prive les générations futures de cette eau qui leur appartient. Qui profite de la surconsommation d'eau? C'est un marché qui rapporte des milliards. Coupez cette question. Et qui subit les effets de cette pénurie? Nous, les adultes, on peut tenir, mais j'ai des enfants en bas âge et pour eux, c'est invivable. Je ne veux pas de ça pour la planète. Face à la surexploitation des ressources, au changement climatique et à la pollution, quelles sont les solutions? Les cours d'eau du sud de l'Europe m'inquiètent tout particulièrement. Ils ne veulent pas faire le lien entre le manque d'eau et le contenu de leur assiette. Il faut envisager l'eau et l'alimentation comme deux cycles interdépendants dont on doit rétablir l'équilibre. La vallée du Nil est le berceau de l'une des premières civilisations de l'histoire. Aujourd'hui, l'Égypte est une dictature militaire où l'eau est devenue un enjeu politique. Nada Arafat est l'une des dernières journalistes indépendantes du pays. Le pouvoir bloque l'accès au site d'information pour lequel elle travaille, Madame Assar. En Égypte, c'est devenu quasiment impossible d'exercer la profession de journaliste. Je parle du vrai journalisme. Pour ma part, je rencontre énormément d'obstacles en tant que journaliste à Madame Assar. Le delta du Nil s'étend au nord du Caire et concentre plus de la moitié de la population égyptienne. Beaucoup ici vivent de l'agriculture. La région est parcourue par un vaste réseau de canaux. Il y a 5000 ans, les paysans profitaient des crues du fleuve pour irriguer et fertiliser leurs champs. Aujourd'hui, ils utilisent des pompes. Mais cette irrigation par submersion nécessite énormément d'eau. En moyenne dans le monde, voici comment se répartit l'utilisation de l'eau douce. 10% servent aux usages domestiques, hygiène, ménage et alimentation. L'industrie en capte environ 20%. Les 70% restants sont accaparés par l'agriculture, ce qui fait de ce secteur le premier responsable de la crise mondiale de l'eau. On parle de stress hydrique élevé lorsqu'une région prélève plus de 40% de ses ressources en eau renouvelable. Aujourd'hui, plus d'un quart des surfaces agricoles mondiales se trouvent dans des zones correspondant à cette définition. Pour remédier localement au problème, les pouvoirs publics égyptiens ont misé sur des aménagements techniques et bétonné massivement les canaux d'irrigation, ce qui limite les déperditions d'eau. Le gouvernement, persuadé que ces canaux permettraient de réaliser d'importantes économies d'eau, a mis en œuvre le projet sans l'avoir suffisamment étudié au préalable. En réalité, ce projet a plusieurs conséquences néfastes. Il augmente la salinité du sol en empêchant l'eau douce de s'y infiltrer. Et en plus de cela, il diminue les réserves d'eau souterraines, alors qu'auparavant, cette eau venait alimenter l'aquifère. Contactés, les autorités égyptiennes n'ont pas souhaité répondre à nos questions. L'Égypte est le 5e exportateur mondial de pommes de terre. À long terme, la baisse du niveau des nappes phréatiques et la salinité croissante de l'eau pourraient mettre en danger son agriculture.
Pour Mohamed El Gogari, cultivateur, le maintien du niveau du Nil est crucial. Le climat égyptien permet plusieurs récoltes par an, mais au prix de grandes quantités d'eau. Bien sûr que c'est inquiétant, car l'Égypte est avant tout un pays agricole. Nous vivons de l'agriculture. On entend parler tous les jours de la crise de l'eau, de l'assèchement des rivières dans d'autres pays et des faibles taux de précipitation. Mais on garde espoir. Dieu est grand et nous aidera à nous en sortir. En dépit de ces risques, l'agriculture reste un secteur majeur de l'économie égyptienne. Et les récoltes s'enchaînent. L'hiver, on sème les pommes de terre qui seront vendues en Europe au printemps. À la même saison, on récolte les fraises, qui seront elles aussi exportées. Une fois le tri effectué, celles-ci seront destinées à l'exportation. Mais pas celle-là. Pourtant, goûte-là, elle est délicieuse. Je vois. Le consommateur européen privilégie l'aspect au goût. Celles qui ont une belle forme, comme ici, seront exportées. Et celles-là, on les garde pour le marché local. Les exportations de fraises d'Égypte atteignent actuellement 150 000 tonnes, près de 100 fois plus qu'il y a 20 ans. Le marché européen est très important pour moi, car il représente 60 à 70% de mes exportations. Les revenus liés à la production des fraises proviennent essentiellement de ce débouché. L'an dernier, j'ai cultivé 12 hectares et demi. Cette année, j'en ai cultivé 25. Sans nouveau marché étranger, nous ne pourrions pas développer notre activité. Mais l'essor de la fraise égyptienne aggrave la pénurie d'eau. Cette exploitation fait encore partie des plus modestes. Les grandes exploitations consomment beaucoup d'eau car elles cultivent énormément. En quelque sorte, elles utilisent l'eau qui devrait être disponible pour les agriculteurs du delta du Nil et servir à la culture des denrées alimentaires destinées à la population locale, comme le blé. Finalement, c'est comme si on exportait notre eau. On parle d'empreinte eau pour mesurer le volume d'eau nécessaire à la production d'un bien. Ainsi, 1 kilo de fraises requiert environ 300 litres d'eau. Pour 1 kilo de pommes de terre, il faut compter 120 litres d'eau en Allemagne. En Égypte, ce chiffre peut monter à 420 litres en raison du climat. L'origine de l'eau a aussi son importance. En Europe, on utilise principalement l'eau de pluie. Mais en Égypte, c'est l'irrigation, avant tout artificielle. Un grand nombre de régions à forte activité agricole coïncident avec des zones à stress hydrique élevé. C'est le cas du fleuve Colorado, dans le sud-ouest des États-Unis. À l'été 2022, le lac Meade, un réservoir formé par le barrage Hoover, n'était rempli qu'au quart de sa capacité. Le Colorado prend sa source dans les montagnes rocheuses et alimente 7 États américains. La Californie est le plus gros consommateur de tous. Ces grandes métropoles telles que Los Angeles ou San Diego sont dépendantes du fleuve. Mais il sert surtout à irriguer cette région agricole au cœur du désert. Le All American Canal achemine 80% des eaux californiennes du fleuve Colorado jusqu'à l'Imperial Valley, le long de la frontière mexicaine. Trevor Tagg est exploitant agricole, comme son père avant lui.
Ça, c'est la frontière. Et devant nous, le All-American Canal. Comme tous les agriculteurs de la région, Trevor est tributaire des eaux du Colorado. Allez, saute. Bon chien. On est quasiment à l'extrémité sud du canal. Il se termine grosso modo 800 mètres plus bas. Ça marque la fin du voyage pour le Colorado, notre pourvoyeur en eau. À partir d'ici, il alimente la mer de Salton et irrigue environ 170 000 hectares d'un bout à l'autre. C'est bien fichu, vraiment bien fichu. Jusqu'au XXe siècle, l'Imperial Valley était un désert inhabité. Grâce au fleuve, c'est aujourd'hui l'une des plus grandes plaines agricoles des États-Unis. On y cultive principalement de la luzerne, plus précisément de l'alfalfa, destinée au fourrage. En cette saison, on guette la couleur. On essaie d'avoir le vert le plus vif possible, car toute la production sera commercialisée. On fait donc le maximum pour soigner son look, en fonction des cartes que nous distribue Dame Nature. Toi, tu restes là. Trevor Tagg irrigue ces terres comme dans l'Égypte antique, en les inondant. On soulève un bâtard d'eau. L'eau se déverse un certain temps, puis on le rebaisse et on passe au suivant. C'est tout simplement l'effet de la gravité qui permet l'écoulement, et donc l'irrigation. Pas besoin d'électricité ni de carburant. La gravité et une minuterie suffisent. C'est d'une simplicité bluffante. Mais cette méthode est très gourmande en eau, surtout l'été, quand le mercure dépasse 40 degrés, ce qui favorise l'évaporation. Premier producteur mondial, les États-Unis fournissent la moitié de la luzerne commercialisée dans le monde. Le climat du sud de la Californie permet de réaliser jusqu'à 12 récoltes par an. Notre luzerne du sud-ouest américain participe désormais à la chaîne alimentaire mondiale, puisqu'on approvisionne les industries bovines et laitières, qui constituent la pierre angulaire de cette chaîne, ou du moins un maillon essentiel. La Californie est le plus gros producteur de lait et de viande de bœuf du pays. Cet élevage de l'Imperial Valley compte à lui seul environ 140 000 têtes. La filière lait et viande consomme près de la moitié de l'eau californienne, notamment parce qu'elle a besoin de grandes quantités de luzerne. Alors quel usage de l'eau doit être prioritaire ? Je n'ai pas envie d'entrer dans ce genre de débat, vu que je suis bien sûr partie prenante. Pour moi, la priorité absolue doit être l'agriculture, car on partage le fruit de notre labeur avec l'ensemble de la société. Mais cette question va continuer à agiter les esprits et à faire du bruit. Avec la sécheresse qui prévaut depuis quelques années, l'heure est aux économies d'eau. Mais les collectivités locales, les industries et les agriculteurs se renvoient la balle. Et la remise en question des habitudes alimentaires n'est pas davantage à l'ordre du jour. C'est le cheval de bataille de Jennifer Stojkovic. On peut difficilement faire plus américain. C'est ce que j'appelle un déni volontaire.
Les gens se voilent la face par rapport aux températures extrêmes, au manque d'eau. Ils ne veulent pas faire le lien avec le contenu de leur assiette. L'alimentation destinée aux animaux consomme énormément d'eau. Il en faut 1000 litres pour produire 1 litre de lait, 5000 pour 1 kilo de fromage et jusqu'à 15 000 pour 1 kilo de viande de bœuf. Le chiffre explose quand le bétail est nourri uniquement au fourrage et au grain et non à l'herbe. Car la luzerne, le soja et le maïs sont toutes des cultures nécessitant une irrigation intensive. Notre mode d'élevage intensif est très gourmand en énergie, en fourrage et en eau. Comme on ne fait plus pâturer le bétail, on doit le nourrir avec de la luzerne. Et la production de cette plante atteint des niveaux stratosphériques à cause des fameuses usines à vaches. Il faudrait tout bonnement en interdire la culture dans les États arides touchés par la pénurie d'eau. Les agriculteurs, comme Trevor Tagg, refusent d'être montrés du doigt. On a autant d'eau qu'à l'époque des dinosaures. Et d'une, déjà. On traverse peut-être une période de sécheresse, ou pas. Moi, je trouve que la météo devient plus cyclique. N'oubliez pas, tout mon univers tourne autour de la Terre, du Soleil, de l'eau et des semences. En matière d'environnement, je n'ai aucune leçon à recevoir des pseudo-écolos. Voici le principe du cycle de l'eau. Les fleuves se déversent dans les mers, d'où l'eau s'évapore. Elle se condense pour former des nuages dont les précipitations alimentent à leur tour lacs, cours d'eau et nappes phréatiques. Ce circuit se perpétue depuis des millions d'années. Mais il est perturbé par le dérèglement climatique. Les glaciers fondent plus tôt, l'évaporation s'accélère et les nuages stockent davantage d'eau, produisant des pluies diluviennes. Celles-ci provoquent des inondations au lieu de remplir les réserves aquifères. En Inde, 2/3 des cours d'eau dépendent des glaciers et des précipitations de l'Himalaya. D'ici la fin du siècle, 80% de ces glaciers pourraient avoir disparu. Or, aujourd'hui déjà, le sous-continent est particulièrement touché par la pénurie d'eau. L'État du Rajasthan est l'une des régions les plus sèches au monde. Voilà des millénaires que ses habitants aménagent ici des puits pour domestiquer cet environnement hostile. Mais ces derniers temps, la situation s'aggrave. Quand j'ai commencé, on trouvait de l'eau à moins 120, moins 150 mètres. Maintenant, elle est à moins 335, moins 365 mètres. Dans 15 ou 20 ans, il faudra creuser encore plus profond. Environ 18% de l'humanité vit en Inde. Pourtant, le pays concentre à peine plus de 4% des réserves mondiales d'eau douce. Le changement climatique accentue encore le problème, avec des précipitations de plus en plus aléatoires et dans un environnement où il fait toujours plus chaud et sec. Les régions désertiques du nord-est de l'Inde sont particulièrement touchées. D'ores et déjà, de nombreux habitants doivent se procurer de l'eau par leurs propres moyens. Comme on n'a pas accès à une eau salubre, on la fait livrer par camion-citerne. On paye 800 roupies, un peu moins de 10 € pour 20 000 litres. Et on tient 2 mois, 3 mois, pas plus. L'eau d'ici est salée, elle n'est pas potable.
La salinisation des nappes phréatiques est l'un des effets de la surexploitation des terres. Installé dans le nord de l'Inde, Vandana Shiva est connu dans le monde entier pour sa critique du modèle de l'agriculture industrielle. Toutes des semences indigènes. Regardez comme ça pousse lorsqu'on s'en occupe bien. Les gens pensent toujours que si c'est grand, c'est de l'hybride. À tort. Et voilà du lin. Quand les fermiers en vendaient au marché, les clientes de la ville leur ont demandé, admiratives, si c'était des semences allemandes. Mais non, ce sont des semences indiennes. C'est du lin 100% de chez nous. Vandana Shiva a été récompensé en 1993 du prix Nobel alternatif pour son investissement en faveur de l'écologie. Tout mon engagement dans l'agriculture s'articule autour de l'eau. J'ai vu des puits disparaître, des rivières mourir, car détournées pour l'irrigation. Les sols eux-mêmes, en culture intensive, deviennent durs comme du béton. Et l'eau n'arrive plus à s'infiltrer. Conclusion, la nappe phréatique ne cesse de diminuer, car elle est de plus en plus sollicitée sans pouvoir se recharger. Ces positions divisent. Les défenseurs de l'agriculture intensive font valoir que ce mode de production a permis à de nombreuses régions d'éradiquer la faim grâce à des rendements élevés. Vandana Shiva rétorque qu'il est tout à fait possible de nourrir l'humanité avec l'agriculture bio dans une optique plus durable. Ici, le niveau de la nappe phréatique a augmenté d'une vingtaine de mètres depuis nos débuts en 1994. Ce sont les organismes du sol qui en font la vitalité, et un sol vivant n'est autre qu'un réservoir d'eau. Les lombriques creusent des cavités dans la terre. Les bactéries, elles, décomposent la matière organique. Dans la terre ainsi aérée, les poches creusées par les lombriques retiennent l'eau. Voilà comment notre nappe s'est remplie. Sur son terrain, elle cultive toutes sortes de plantes, y compris une variété ancienne de luzerne. Le trèfle et la luzerne sont très bénéfiques pour les sols et pour les animaux. Ils font partie d'un écosystème qui sollicite moins d'eau, tout en régénérant les sols. Et ils constituent une excellente source de nourriture pour cet écosystème, ainsi que pour les animaux. Ce cycle naturel ne peut se perpétuer que dans le cadre d'une exploitation raisonnée des ressources. L'agriculture industrielle vient dérégler son fonctionnement. Traversant le nord-est de la péninsule ibérique, l'Èbre est le plus long fleuve entièrement situé en Espagne. Une vaste zone de production agricole a vu le jour le long de son cours, dans l'Aragon. On y cultive essentiellement des plantes fourragères, maïs et luzerne. Dans cette région semi-désertique, l'irrigation artificielle est incontournable. Comme tu vois, on a une retenue bien remplie. Sa capacité? 160 000 mètres cubes. Vous tenez combien de temps avec ça? On a de quoi irriguer 2 jours. L'eau est limpide. Elle vient droit des Pyrénées. Elle contient très peu de sédiments. José Marí Cebolero, technicien, et Ricardo Aliod, ingénieur, ont mis au point ensemble ce système d'irrigation. Il est alimenté par un canal qui achemine l'eau depuis les Pyrénées dans la zone de captage de l'Èbre. Mais ces dernières années, le volume des précipitations n'a cessé de diminuer. Une année de sécheresse pareille, on fait 40% de culture d'été en moins que d'habitude, sans restriction d'eau. La situation est incertaine, car la météo n'est jamais garantie. On ne peut qu'espérer des conditions plus clémentes et suffisamment de précipitations l'an prochain. Sinon, le scénario de cette année, voire de l'an dernier, se reproduira.
Le système, piloté par ordinateur, est conçu pour optimiser la consommation en eau. Ricardo Aliod étudie de près le gaspillage dû à l'irrigation. L'outil informatique permet de booster la production, de faciliter l'irrigation, de la rendre plus accessible aux utilisateurs et d'améliorer la flexibilité en fonction des cultures. En revanche, il ne fait pas baisser la consommation d'eau. Au mieux, il la stabilise. En fait, cette gestion plus performante a beau réduire l'usage de l'eau, elle en augmente la consommation. Deux notions à ne pas confondre. Paradoxalement, un système d'irrigation plus efficient peut même entraîner un accroissement des surfaces cultivées et donc une plus grande consommation d'eau. Pour cette dernière coupe, il faut encore compter 3 jours maxi avant de passer la faucheuse. Voilà. C'est destiné à de gros clients, j'imagine. Oui, l'essentiel de la production part en Chine ou au Moyen-Orient, à l'heure actuelle. L'Espagne est le premier producteur européen de luzerne. Et malgré la pénurie d'eau, le secteur table sur une croissance régulière dans les prochaines années. Ce site est consacré au séchage et à la transformation de la luzerne, ainsi que d'autres plantes fourragères. En dépit des prévisions encourageantes, le porte-parole des producteurs espagnols de luzerne, Luis Machin, fait grise mine. Le constat, c'est qu'il y a de moins en moins d'eau et qu'on a de plus en plus de mal à la stocker. Cette situation nous préoccupe énormément, car les années passent et l'Espagne ne semble pas se doter d'une politique clairement définie pour remédier à ce problème. Rappelons que l'eau ne sert pas à irriguer. Cette production fourragère va nourrir le bétail et nous nourrir, nous. Elle fait partie de la chaîne alimentaire. L'eau sert à produire de quoi manger. Voilà. Reste à savoir si la production de luzerne est menacée par la pénurie d'eau ou si elle en est l'une des causes. À l'été 2023, l'Èbre atteint son niveau le plus bas depuis plus d'un siècle. Les fortes précipitations estivales n'y changent rien. Elles provoquent des inondations et n'alimentent que très peu les nappes phréatiques. Les lacs de barrage restent pratiquement vides. Remarquez cette frange humide le long de la rive. Elle correspond à la remontée capillaire dans les sols, mais aussi à la baisse de niveau induite par les prélèvements réalisés au cours de ces 24 dernières heures. L'eau est essentiellement pompée pour l'irrigation. Habituellement, cette ancienne église est entièrement submergée. La sécheresse a fait réapparaître les ruines d'un village englouti lors de la construction du barrage. La crise de l'eau est aussi liée à notre alimentation. Les cultures fourragères comme le maïs et la luzerne nécessitent énormément d'eau.
Or, leur superficie a beaucoup augmenté et dépasse désormais les capacités du bassin versant. On se retrouve dès lors dans une situation de stress hydrique permanent, dans une situation de pénurie provoquée par une demande en eau supérieure aux ressources disponibles. Si les lacs de retenue des Pyrénées et de l'Èbre sont à sec, c'est donc notamment en raison des cultures destinées à l'élevage. Plus de la moitié de l'eau utilisée pour l'irrigation sert en réalité à l'alimentation animale. Qu'en disent les producteurs? Ça n'a aucun... A fortiori, chez nous, coupez ça de votre... Vraiment, coupez ça de votre... Coupez cette question. Je suis incapable d'y répondre, car j'ignore d'où vous sortez ça. Mais d'autres cours d'eau qui viennent des Pyrénées permettent aussi d'irriguer cette zone. Il n'y a pas que l'Èbre. Mais ça ne fait pas polémique? Non. Non, pas du tout. Cette question n'a aucun sens. On l'a pourtant vu, l'agriculture consomme une très grande partie de l'eau disponible sur la planète. La production de fourrage en capte à elle seule environ 30%. L'Espagne est le premier exportateur de luzerne en Europe et le troisième dans le monde. De nombreux négociants sont implantés le long de la vallée de l'Èbre. Le plus gros d'entre eux, Al Dahra, est une société émiratie qui se targue d'être le leader mondial du marché. Al Dahra is the world's leading producer and supplier of forage for the animal feed industry, notably high-quality alfalfa. The group has the capability to farm and source an unmatched 3 million metric tons of forage and feed commodities annually. Al Dahra ranked amongst the top export customers of the port of Barcelona. C'est à partir de Barcelone que l'entreprise expédie la luzerne cultivée dans la vallée de l'Èbre. Al Dahra est en réalité un géant, que nous allons recroiser au cours de notre enquête. Face à la pénurie, les économies d'eau dans l'agriculture sont devenues un enjeu partout sur la planète. La question va continuer à faire débat. Qu'y a-t-il de plus important, l'alimentation ou les villes? Et c'est complexe, puisque ce sont les populations des grandes métropoles qui achètent justement nos produits. Alors, comment assurer une juste répartition? Je ne suis pas assez futé pour trouver des réponses. Loin s'en faut. Mais les gens qui ont pris ces décisions un siècle plus tôt, eux, ils en avaient dans le crâne, j'en suis convaincu. Car aujourd'hui encore, le partage des eaux du fleuve Colorado est régi par un traité datant de 1922. Le Mexique s'en voit attribuer 9%. C'était autrefois suffisant, mais aujourd'hui, la raréfaction de l'eau se fait sentir. Désormais, le fleuve se tarit bien avant d'atteindre le golfe de Californie. L'eau de mer s'engouffre dans son delta et salinise les sols. Au-delà de la faune et de la flore, ce sont les occupants historiques de la région qui en souffrent. Laetitia Galavis fait partie du peuple autochtone Kukapa. C'est tout ce qui reste du bras principal du Colorado qui a alimenté en eau la communauté Kukapa del Mayor. Vous voyez, il est à sec. C'est dans le fleuve qu'elle a appris à nager. Pour nous tous, c'est un crève-cœur. Pourquoi l'eau s'est tarie? Parce qu'on a été laissé pour compte, que la vallée la monopolise, qu'on est des citoyens de deuxième zone. Et ce n'est pourtant pas faute d'avoir lutté de toutes nos forces. Le village d'El Mayor se trouve au bord d'un autre bras du fleuve qui, lui, n'est pas encore asséché. Quelques 250 Kukapa vivent encore ici. Ils se sont baptisés le peuple du fleuve.
Leurs ancêtres étaient les premiers habitants à s'installer au bord du Colorado. Ça mord? Leurs zones de pêche se réduisent comme peau de chagrin. La pêche, c'est ce qui nous fait vivre, nous, les Cucapas. Alors on a besoin que le Colorado ait de l'eau parce qu'il assure la subsistance de nombreuses familles, voire de toute la communauté. Nous, on pêche toujours à la manière de nos ancêtres. Moins d'eau, c'est aussi moins de poissons. Et ce sont les Cucapas qui en font les frais. Ils ont été les premiers à utiliser le Colorado. Il leur appartenait en somme. Puis, avec l'avènement d'une agriculture de type intensif, ils ont été mis hors jeu. Ils ont perdu leurs droits. Or, la crise actuelle est aussi l'occasion d'inclure ces peuples autochtones et de redécouvrir tout leur savoir-faire en matière de gestion durable des sols, des cultures et de l'eau. Il apparaît urgent d'agir pour améliorer la gestion des ressources. Car dans le nord du Mexique aussi, c'est l'agriculture qui capte la majeure partie de l'eau. Depuis le début du XXe siècle, la consommation d'eau à l'échelle de la planète a été multipliée par 6. En cause, l'explosion démographique et le développement de l'activité économique. Et les prévisions tablent sur une poursuite de la hausse de la demande. Dans ce contexte, la crise climatique frappe durement le cours inférieur du Colorado. Il ne s'agit plus de sécheresse prolongée, mais de ce que j'appelle une méga-sécheresse. Ça veut dire quoi? Que le phénomène est désormais plus fréquent, plus long et plus intense. Pour les Cucapas, les conséquences sont désastreuses. Vas-y, sors les poissons. Carlos, le fils de Laetitia Galavis, a pêché ses poissons la veille. Il est temps de les préparer pour la vente. Il y en a 1 kilo. Elga, ça fait 1 kilo. Aujourd'hui, l'eau suffit tout juste à leur survie. Que va-t-il advenir de la jeune génération Cucapa? Il n'y a pas de travail et c'est tout ce qu'ils savent faire. Ils n'ont pas fait d'études. La pêche n'a pas d'avenir, mais c'est leur seul horizon. Voilà pourquoi je demande au gouvernement de nous remettre de l'eau dans le Colorado, de la laisser couler. On ne demande rien de plus. L'eau, c'est comme le sang dans nos veines. La fin de la pêche, ce sera notre fin à nous aussi. On disparaîtra avec elle. Notre histoire s'arrêtera. Là où les cours d'eau se tarissent, il est presque inévitable de voir apparaître des conflits. Bien souvent, plus on approche de l'embouchure des fleuves, plus les habitants sont lésés. Comme au bord de la Caveri, dans le sud de l'Inde. K.M. Rengarajan est le porte-parole des agriculteurs qui travaillent le long de son cours inférieur. Si le Karnataka empêche l'eau d'arriver jusqu'au Tamil Nadu, alors on n'a pas de quoi arroser nos cultures ici. Ça nous porte préjudice à nous, les agriculteurs. K.M. Rengarajan vit à Thanjavur, à une centaine de kilomètres du golfe du Bengale,
dans lequel se jette la Kaveri. Ce fleuve prend sa source dans l'état du Karnataka, avant de traverser le Tamil Nadu. Le Karnataka peut donc moduler par des barrages la quantité d'eau qui parvient en aval. Cette situation est à l'origine d'un litige plus que centenaire entre les deux États, qui a même donné lieu à de violents affrontements. Car les habitants du Tamil Nadu vivent largement de l'agriculture et sont donc tributaires de l'eau. Près de la moitié de la population active travaille dans le secteur. Les rizières de KM Rengarajan sont prêtes pour la récolte. Le manque d'eau a un fort impact. Cette année, la récolte est un peu meilleure parce qu'il a plu et que l'État voisin a laissé passer l'eau. Mais on dépend complètement de la Kaveri et du comportement du Karnataka. Longtemps, notre agriculture a terriblement souffert de cette pénurie d'eau. C'est très dur pour les agriculteurs. On ne vit plus de ce métier. Le riz compte parmi les cultures les plus gourmandes en eau. Il en faut près de 3000 litres pour produire 1 kilo de cette céréale. L'Inde en est le premier exportateur mondial, avec une part de marché de 40%. Près des 2/3 des eaux de la Kaveri servent à irriguer les surfaces agricoles. J'ai travaillé avec des fermiers du Tamil Nadu et du Karnataka. À l'époque, l'agriculture intensive prônée par la Révolution verte nécessitait 10 fois plus d'eau qu'avant. Or, quand 2 groupes veulent chacun autant d'eau, ça génère des conflits. Transformez une plante en produit agricole, faites-en une monoculture à coup d'intrants chimiques, donc toujours plus d'eau, et destinez-la à l'exportation. Vous obtenez un cocktail explosif. Bonjour Ruji, je viens de boucler mon petit tour. Tout va bien? Tu n'as pas amené les garçons? Dans la ferme de l'ONG qu'elle a fondée, Vandana Shiva propose des formations aux techniques de culture bio. L'une de ses grandes réussites est la création de banques de graines. Elle conserve les semences qui ont été évincées par des variétés dites à haut rendement. Sur les 200 000 variétés de riz cultivées jadis par les fermiers indiens, on en a heureusement préservé 4 000 dans les banques de semences. Beaucoup sont peu exigeantes en eau et valorisent merveilleusement bien la ressource. Ce sont elles qui nous permettront de faire face au manque d'eau et à la crise du climat, qui est en fait une crise de l'eau. À ce jour, Vandana Shiva a mis en place un réseau de 150 banques de semences et formé 750 000 personnes à leur utilisation. Il faut envisager l'eau et l'alimentation comme 2 cycles interdépendants, dont on doit rétablir l'équilibre. On comprendra alors que faire du bien à la planète nous fait du bien. Dans d'autres parties de l'Inde, on redécouvre aussi des méthodes ancestrales pour lutter contre la pénurie d'eau. Pendant la sécheresse, il n'y avait même pas assez d'eau potable pour les habitants ici. Et il fallait aller très loin pour abreuver les troupeaux.
Maintenant, l'eau est revenue en abondance. Quand j'étais petit, il y avait de l'eau, et puis tout s'est asséché. Depuis la construction du barrage, on en a de nouveau en quantité suffisante. Plus de 8000 barrages traditionnels de pierre et de terre comme celui-ci ont vu le jour dans le nord de l'Inde depuis quelques décennies. Appelés Johad, ils retiennent les eaux de la mousson et permettent à la nappe phréatique de se reconstituer. Le résultat est là. Ces terres arides, il y a quelques années, ont pu être remises en culture. Ce savoir-faire très ancien était tombé dans l'oubli. C'est Rajendra Singh qui a contribué à le faire revivre. Il est surnommé Waterman of India, l'homme de l'eau. Tout ça, c'est le bassin versant. L'eau qui ruisselle s'accumule ici, dans cette cuvette de rétention. L'eau collectée s'infiltre alors par ces fissures, ces interstices. Voilà comment elle pénètre dans le sol et reconstitue les nappes phréatiques. Rajendra Singh a été récompensé pour son initiative du prestigieux prix de l'eau de Stockholm, parfois aussi surnommé le prix Nobel de l'eau. Je le sens. Mon âme, mon cœur, mon corps sont régénérés par l'eau. Si je pouvais, je passerais ma vie dans l'eau. Alors chaque fois que je fais trempette, je suis heureux comme tout. Et regardez, la vache aussi se réjouit. Grâce aux efforts de son ONG, 7 cours d'eau asséchés du nord-est de l'Inde ont pu être ramenés à la vie. Dans ce village proche de Karoli, dans le Rajasthan, l'heure est à l'entretien du barrage. Ça fait 15 jours qu'on travaille ici. On est pauvres. Il faut bien gagner sa vie. Ces femmes perçoivent 4 € par jour pour ce dur labeur. C'est très peu. Mais c'est toute la population locale qui va en bénéficier à long terme. Si on peut retenir l'eau, on fera pousser du blé. On cultivera de la moutarde. Et on aura de l'eau pour boire. Pour nous, moi, les bêtes, les oiseaux. Les vaches et les buffles pourront paître. Et les enfants pourront jouer dans l'eau. Les projets lancés par Rajendra Singh ont permis de ramener de l'eau dans plus d'1 millier de villages. C'est une technique toute simple, rien de sorcier. De la science à la portée de tous et du bon sens. Mais l'intérêt d'un barrage dépend énormément de sa nature. Pour un contre-exemple flagrant, direction la baie du Mont-Saint-Michel, où se jette la Sélune.
Depuis quelques décennies, les nombreux poissons migrateurs qui empruntaient autrefois le lit de ce petit fleuve ne peuvent plus y circuler. À 78 ans, l'hydrobiologiste suisse Roberto Eple est le président et fondateur du Réseau européen des rivières, une ONG qui œuvre pour la préservation des cours d'eau. C'est un grand jour pour lui et aussi l'aboutissement de dizaines d'années de lutte. J'y vais dans un esprit très positif et avec beaucoup d'émotion aussi. Je sais qu'aujourd'hui, on touche au but et que d'ici quelques semaines, le fleuve va retrouver sa liberté. Pendant un siècle environ, 2 imposants barrages ont freiné le débit de la Sélune. Mais aujourd'hui, c'est terminé. La vidange du lac de rétention s'est étalée sur plusieurs semaines. Les sédiments présentant un risque de pollution ont été peu à peu excavés puis évacués. Et dans quelques heures, c'est la démolition de l'ouvrage qui commencera. Quand ce machin aura disparu, ce sera un grand moment pour moi. C'est le 2e grand barrage qui est démantelé sur la Sélune. On va retrouver un paysage fluvial libre, semblable à ce qu'il était il y a un siècle, avec des saumons à profusion, de la vie et de la biodiversité. Ce sera un vrai fleuve qui pourra s'écouler jusqu'à la mer. Un élément a été omis lors de la construction des barrages. La bonne santé du réseau hydrographique dépend aussi de la présence de poissons, plus généralement d'une faune variée. Par ricochet, ce facteur est important pour le cycle de l'eau. EDF nous interdit de filmer sur son site, mais on a une bonne vue d'ici. En 2020, déjà, quelques kilomètres en amont, un premier ouvrage a été rasé. C'est la plus grande opération de démantèlement de barrages jamais réalisée en Europe. Et le mouvement ne fait peut-être que commencer. La France est leader dans ce domaine. Quand les barrages ont fait leur temps, économiquement ou techniquement, ils deviennent des obstacles et des sources de problèmes. Dans quelques mois, la nature aura repris ses droits. La destruction des barrages devra notamment permettre aux saumons et autres espèces migratrices de pouvoir remonter la Sélune pour gagner leur zone de frai. On devrait voir revenir les poissons d'ici 4 mois. Dès que les travaux sont terminés, ils pourront à nouveau passer. Et si ça ne leur convient pas, ils pourront aller un peu plus haut, où ils auront l'embarras du choix pour se reproduire. Les conditions sont donc idéales pour une réintroduction naturelle du saumon. La construction de grands barrages nourrit souvent l'illusion d'une eau surabondante. À court terme, ce n'est pas faux. Mais dans la durée, ces ouvrages finissent par limiter la capacité des fleuves et des rivières à retenir l'eau par eux-mêmes. Ils y parviennent beaucoup mieux quand ils peuvent déborder et inonder des zones humides. Les barrages retiennent aussi des sédiments, c'est-à-dire du sable et de la roche, ce qui a d'autres effets délétères. C'est aussi à cause des barrages que le lit des rivières et des fleuves a littéralement tendance à se creuser.
En Europe, de nombreux cours d'eau se sont enfoncés de 6 ou 7 mètres ces dernières décennies. Bien sûr, ça entraîne un abaissement du niveau de l'eau tout autour. Et par conséquent, le sol s'assèche. L'Espagne est particulièrement touchée par la sécheresse. Ici, des rivières entières ont disparu. Daniel Pequerul craint pour la pérennité du village de Binaceite où il a grandi. Comble de l'ironie, le cours d'eau en péril ici porte le nom d'Aguas Vivas, eau vive. C'est un champ de pierre, ce n'est plus une rivière, regardez, que de la caillasse. Quelle misère. Gamin, j'ai appris à nager pile poil ici. Il y avait comme des piscines naturelles, beaucoup d'eau. Aujourd'hui, tout ça a disparu. En amont, le village voisin dispose de plusieurs sources. L'eau y coule à flot, ce qui occasionne des tensions. La discorde ne date pas d'hier. Ceux qui ont de l'eau disent qu'elle leur appartient et qu'ils en ont besoin, point. Nous, on demande juste qu'une petite partie du débit, mais quand même, soit systématiquement acheminée vers l'aval. Une rivière, ça doit être en eau. Salut, chef. Daniel Pequerul cherche le dialogue. Quand je passe ici par les Toux, je suis toujours frappé de voir la rivière couler. Été comme hiver. Chaque jour que Dieu fait, il y a de l'eau. Peut-être parce que nous, on l'exploite moins qu'ailleurs. Certes. Ici, on a seulement 6 puits. Vous, vous en avez une flopée. Ça explique peut-être votre manque d'eau. Toutes les activités par chez vous, les fermes, les domaines agricoles, beaucoup de cultures ligneuses, d'oliveraies, tout ça que vous irriguez avec l'eau des puits. C'est sur la commune de Belchite, mais oui. Bref, pas étonnant que la rivière soit à sec. Ce sont tous vos puits qui l'ont asséché. Partout où l'eau se fait rare, les conflits se multiplient. Et c'est la très forte consommation agricole qui en est la cause. L'Aragon est la première région porcine d'Espagne. Pays qui est lui-même le premier exportateur mondial de viande de porc. Or, les élevages requièrent énormément de nourriture. L'irrigation ne doit pas être développée à l'infini, car l'eau n'est pas illimitée. Son usage a beau se répandre du fait du changement climatique et de la nécessité de sécuriser les cultures, ce n'est pas une solution pérenne. Lorsque plus de 40% de l'eau du bassin versant disparaît par évapotranspiration, le système est au bord de la rupture, comme dans la majorité des bassins espagnols. Au-delà du système hydrologique espagnol, au bord de l'asphyxie, c'est toute la Méditerranée qui est menacée par l'usage excessif de l'eau. À Surat, en Inde, c'est encore un autre problème qui se pose. Outre la surexploitation des ressources, la qualité de l'eau est un enjeu vital. À l'échelle mondiale, l'industrie textile est responsable de 20% de la pollution de l'eau. L'Europe impose des normes drastiques à ce secteur, mais délocalise les processus de fabrication les plus nocifs dans des pays comme l'Inde.
Surat est le premier pôle indien de production de vêtements en fibres synthétiques. Ces usines utilisent d'immenses quantités de substances chimiques toxiques. Elles sont souvent rejetées sans traitement. Raju Manji, ouvrier du textile, est à la fois obligé de manipuler ces produits nocifs et de vivre au contact des eaux usées. Ici, l'eau est très polluée. Il y a même des endroits où elle est carrément salée. C'est pour ça qu'on ne peut travailler que de 18 à 32, 34 ans. Au-delà, on devient inapte. On commence à perdre en force et en vitalité, ce qui signifie que très vite, on est pris de fièvre ou qu'on développe une maladie. On a des maux de tête, on n'arrive plus à se concentrer sur ce qu'on a à faire, on ne va même plus travailler du tout. On passe son temps à dormir. L'Inde compte 1,4 milliard d'habitants, dont plus de la moitié sont privés d'infrastructures d'assainissement de l'eau. Sampat s'est installé à Surat avec sa famille il y a quelques mois, quand son mari a trouvé du travail dans une usine textile. Ils vivent dans un quartier pauvre, au bord d'un canal. Cette eau arrive des gouttières et des canalisations des habitants, et même de leurs toilettes. C'est un problème. Cette saleté entraîne la transmission de maladies. Et qu'est-ce qui se passe quand une maladie se propage? Eh bien, on meurt. Le couple a 4 enfants. Ça fait 2 mois que je suis malade, à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Parfois, je vais un peu mieux. Nous, les adultes, on peut tenir. Mais j'ai des enfants en bas âge, et pour eux, c'est invivable. On estime que la moitié des cours d'eau indiens sont gravement pollués. À la tête d'une ONG de recherche environnementale, MSH Sheikh se bat pour améliorer la qualité de l'eau à Surat. L'organisation réalise périodiquement des prélèvements qui sont analysés en laboratoire. L'eau empeste, car elle contient des sulfures et des nitrates. C'est de l'azote ammoniacal, d'où l'odeur âcre qui se dégage de la bouteille. Cette substance toxique n'a rien à faire dans l'environnement, ni dans la mer. On ne peut pas continuer ainsi. Notre principe, notre politique devrait être de réutiliser, récupérer l'eau à tous les niveaux. Il faudrait que l'industrie traite et recycle ses effluents. C'est déjà le cas par endroits à Surat. Cette station d'épuration traite les effluents de l'industrie textile, afin qu'ils puissent être réinjectés dans le circuit industriel au lieu d'être déversés tels quels dans les rivières et les canaux. Bharat Bhushan dirige l'usine de traitement des eaux. Dans cette zone industrielle, toutes les entreprises utilisent l'eau de chez nous. Et 500 usines supplémentaires, exclusivement dans le textile, vont s'installer ici. La relocalisation de quelques centaines d'usines serait une première étape. Mais elles sont 50 000 à Surat. Bharat Bhushan se félicite néanmoins des résultats obtenus. Cette eau n'est pas potable,
Mais les industriels l'utilisent dans leurs usines et ils en sont ravis, parce qu'elle est de bien meilleure qualité que celle qui sort du forage. Cette eau recyclée surpasse largement l'eau de la nappe phréatique. Les populations défavorisées n'ont pas d'autre choix que de boire l'eau pompée du sol. Mais les foyers plus aisés, eux, installent des purificateurs. Conclusion, pour boire l'eau de la nappe phréatique sans danger pour la santé, vous devez la filtrer. L'eau recyclée, destinée à l'industrie, est donc plus propre que celle de la nappe phréatique, consommée par les plus démunis. Cette situation révolte le citoyen et l'individu que je suis. C'est intolérable. Je ne veux pas de ça pour la planète, pour l'environnement. La pollution de l'eau est un fléau dans de nombreuses régions du monde. Voici en rouge les zones qui sont particulièrement touchées. Outre les rejets de l'industrie, ce sont les pesticides et les engrais employés par l'agriculture qui polluent les eaux de surface et les nappes phréatiques. Ces pratiques sont désastreuses pour l'approvisionnement en eau potable. Sivakumar manœuvre son camion-citerne à travers les petites rues de Chennai, dans le sud-est de l'Inde. Pousse ton scooter! Quelques 10 000 véhicules de ce type sillonnent ainsi la métropole de 12 millions d'habitants. Pour la majorité de la population, c'est la seule façon de s'approvisionner en eau potable. Je suis très fier. En 1 an et demi, j'ai livré de l'eau à beaucoup de gens. Et je suis très heureux de conduire ce camion. On utilise cette eau pour faire la cuisine. Parce que celle qui sort du robinet est polluée. On préfère celle-ci. Pendant que Sivakumar poursuit sa tournée, Madhuriji rentre préparer le dîner. Elle vit avec son mari, sa fille et sa petite-fille. Si on manque d'eau, on doit en acheter. On profite du passage du camion-citerne. On ne boit que cette eau et elle nous sert aussi à faire la cuisine. Grâce au camion-citerne, la facture reste raisonnable. Un pichet du camion coûte environ 1 roupie. Un autre camion la livre en bonbonne, vendu 30 roupies. Dans le pays, seuls 2% de la population peuvent consommer l'eau du robinet. Et 160 millions d'Indiens n'ont pas du tout accès à l'eau potable. L'écologiste Vetri Selvan critique depuis des années la gestion de l'eau à Chennai. Selon lui, la ville s'est développée trop rapidement. C'est entièrement notre faute. Chennai connaît un taux de surpopulation de 30%. On est censé fournir aux habitants 250 litres d'eau par jour. Où est-ce qu'on va les trouver? Chennai est un important pôle de l'industrie informatique. Mais le prix à payer est lourd, pour l'environnement comme pour les plus modestes. On a trop tiré sur la corde. On a construit à tout va. On a fait sortir de terre un nombre inouï de bâtiments. Mais on a été incapable de gérer l'eau. On a perdu tout notre savoir-faire ancestral de préservation des ressources. En 2023, l'Inde est devenue le pays le plus peuplé de la planète, avec une cinquantaine de villes de plus d'1 million d'habitants.
faute d'une meilleure gestion des eaux, c'est une catastrophe qui s'annonce. Le Sahara égyptien est un milieu particulièrement hostile. Il est pourtant habité et cultivé depuis des millénaires. Le palmier dattier y occupe une place importante. Ibrahim Hassan est cultivateur de dattes comme 3 générations avant lui. La culture des dattes nécessite peu d'eau. Le problème réside dans l'irrigation par inondation, qui consomme beaucoup d'eau. Mais la quantité d'eau nécessaire à la culture des dattes est nettement inférieure à celle d'autres plantes, comme les légumes ou la luzerne. Ici, les oasis sont irriguées par un gigantesque réservoir d'eau souterraine. Le système aquifère des grès nubiens. Il s'agit d'une nappe fossile qui a mis des millions d'années à se former et qui n'est plus alimentée aujourd'hui. Ce type de réserve représente environ 1/4 de l'eau douce mondiale. Problème, une fois consommée, elle ne se renouvelle pas. Ce projet possède énormément d'avantages. Bien sûr, il permet d'économiser de l'eau, car nous avons constaté que l'eau diminuait dans l'oasis. Auparavant, elle était abondante et on en consommait moins. Mais avec l'expansion des terres agricoles, elle a commencé à se faire plus rare. Ibrahim Hassan cherche donc à optimiser l'utilisation de l'eau disponible, en coopération avec Tina Jaskolski, géographe et entrepreneuse sociale. Par exemple, avec l'irrigation goutte à goutte, une méthode très économe. On a installé une serre, une structure très simple, facile à reproduire. On a aussi un étang de pêche et on fait pousser des légumes. L'eau de l'étang sert à arroser ces cultures. Riche en nutriments, cette eau fertilise en même temps les plantes. Nous pouvons irriguer 2 ou 3 serres avec la même quantité d'eau que nous utilisions auparavant pour irriguer une serre par submersion. Ainsi, nous pouvons cultiver nos propres légumes plutôt que de les acheter au Caire ou de les importer. D'abord sceptique, la population locale a changé d'avis. Lorsque les gens ont constaté qu'on pouvait facilement produire du poisson avec peu d'eau et consommer ce poisson qu'on a élevé nous-mêmes, ils étaient très enthousiastes. Dans son exploitation, Ibrahim Hassan met aussi à profit la technologie. Ses panneaux solaires font ainsi marcher une pompe. Mais le niveau de l'eau dans son puits baisse chaque année d'1 à 2 mètres. Autrefois, l'eau était disponible naturellement dans les puits sans qu'il soit nécessaire de la pomper. Lorsqu'elle a commencé à manquer, on a utilisé des pompes à moteur diesel. Ensuite, on a investi dans ces panneaux solaires pour alimenter les pompes à moindre frais. L'eau continue à se raréfier, mais on trouve toujours de nouvelles idées. J'ignore quelle sera la prochaine. Voilà plus de 15 ans que Tina Jaskolski étudie les oasis du désert égyptien. Le problème, c'est la multiplication des puits. Beaucoup sont creusés n'importe comment, sans planification, parfois trop près les uns des autres. Le système aquifère des grès nubiens contient de vastes réserves, mais on y prélève beaucoup trop d'eau. Et il n'est pas rationnel économiquement de forer aussi profondément. L'eau, dont les cultivateurs ont tant besoin, risque de devenir de plus en plus chère et inaccessible. C'est un peu plus loin dans notre enquête que nous découvrirons qui
assèche le désert égyptien. En attendant, le mythe de l'eau inépuisable fait des ravages partout dans le monde. L'apparente abondance des eaux du Colorado a favorisé le développement d'un immense complexe agro-industriel dans le sud-ouest des États-Unis au service de l'alimentation animale. Avec la luzerne, on est devenu le maillon fort de la chaîne alimentaire mondiale, car on a su être hyper productif. On a eu la chance de bénéficier de conditions en or, le fleuve, la vallée et le climat. Et par-dessus tout ça, une forte croissance démographique aux quatre coins de la planète. Voilà pourquoi les pays du monde entier viennent ici acheter notre produit, qui constitue le socle de cette chaîne. Aujourd'hui, les grands groupes étrangers ne se contentent plus d'acheter la luzerne californienne. Ils viennent eux-mêmes la cultiver sur place. L'un des mastodontes du secteur, la société Fondomonte, appartient à la famille royale saoudienne. Gerald McKenna travaille pour une agence publique à but non lucratif qui fournit de l'eau potable aux habitants de Palm Springs. Et il est inquiet. On est à l'échelle industrielle, là. Ce n'est plus de l'agriculture, c'est de l'agro-business. À mesure que le fleuve Colorado se tarit, les tensions augmentent. Qui doit faire des efforts? Les collectivités locales ou les agriculteurs? Et qui supporte les conséquences de l'exportation massive de cultures gourmandes en eau, comme la luzerne? Voici ma facture d'eau. 53 mètres cubes me coûte 73 $, taxes comprises. Les agriculteurs consomment 4000 mètres cubes pour 73 $ et moi 53. Ce système de tarification est catastrophique, car il permet à ces gens-là de faire d'énormes profits, tandis que nos concitoyens se retrouvent lésés. Aux États-Unis, 46 millions de personnes ne sont pas raccordées à l'eau courante. Certaines n'ont pas accès à l'eau potable. Quand je pense que des Américains n'ont pas d'eau, tout ça pour qu'on puisse l'exporter sous forme de fourrage qui nourrit des vaches à l'autre bout du monde, je me demande si quelqu'un a bien réfléchi à l'avenir de ce pays. Les choses bougent lentement. Ainsi, l'État de l'Arizona prévoit de ne pas renouveler le bail de cette vaste unité de production de la société saoudienne Fondomonte. C'est super égoïste de la part d'un Américain de nous accuser d'exporter l'eau sous forme de luzerne. N'oublions pas ce que ça représente pour quelqu'un en Arabie Saoudite ou en Chine. On veut le priver de nourriture? C'est gonflé comme accusation. Ce ne sont pas les petits fermiers qui s'enrichissent, mais les géants de l'agroalimentaire qui achètent l'essentiel de la luzerne. Ce n'est pas un hasard si l'Arabie saoudite, par exemple, au climat aride comme le nôtre, a interdit cette culture. Le commerce de luzerne est en pleine croissance, notamment avec des exportations vers le Japon et la Chine. En 2022, les États-Unis en ont exporté environ 2,8 millions de tonnes. Le poids lourd de la branche est une entreprise que nous avons déjà croisée. Al Dahra. Malgré des demandes répétées, la société émirati refuse de nous accorder une interview. Mais à l'intérieur des États-Unis aussi, la demande de fourrage est très importante. En volume absolu, les Américains sont en effet les plus gros consommateurs de viande de bœuf au monde. On a la possibilité de réduire notre empreinte hydrique chaque fois qu'on se met à table. On le sait, l'une des pratiques individuelles les plus efficaces pour préserver l'environnement et les ressources en eau, c'est de modifier notre consommation de produits d'origine animale. Il faudrait donc réduire radicalement la quantité de viande qu'on mange au quotidien. Pour l'heure, la consommation de viande reste très élevée dans les pays industrialisés. Et les autres tendent à rattraper leur retard. À l'échelle mondiale,
La consommation moyenne se situe aujourd'hui à 40 kg de viande par an et par personne. C'est presque 2 fois plus qu'il y a 60 ans. Sans compter que nous sommes presque 3 fois plus nombreux sur la planète qu'en 1960. Au total, la production de viande a été multipliée par 5. La production de lait, elle, a presque triplé en 60 ans. La plus grande ferme laitière du monde se trouve aujourd'hui dans le désert saoudien, comme le montrent ces vidéos publicitaires. We operate 7 Al-Marai super farms across the Kingdom of Saudi Arabia. They are some of the most advanced dairy farms in the world today. L'alimentation de ces vaches provient aussi bien des États-Unis que d'Espagne ou d'Égypte. La journaliste Nada Arafat enquête sur les conséquences de ce modèle. Pour cela, direction le désert. Les poids lourds sur l'autoroute nous rappellent où passe l'eau égyptienne. Ces camions transportent principalement de la luzerne. Un petit pourcentage est destiné au marché local, mais la majeure partie est exportée. En Égypte, il est risqué de s'intéresser de trop près au secteur agroalimentaire. Il est interdit de photographier ou filmer toute installation militaire. Par ailleurs, la loi stipule que tout terrain communal est la propriété de l'armée. Cela signifie que toute surface agricole peut potentiellement appartenir à l'armée et que par conséquent, quiconque la filme s'expose à des poursuites judiciaires. C'est très risqué. Au demeurant, les sites militaires sont si vastes qu'il est facile de les repérer sur les images satellites. Quant à l'étendue des surfaces agricoles attenantes, elle s'est massivement accrue ces dernières années. Ces complexes voient le jour dans tout le pays, sur des surfaces parfois 2 fois plus grandes que la superficie de la capitale, le Caire. Ces champs-là n'appartiennent pas à l'armée. Des grandes entreprises étrangères ont acheté de vastes terrains agricoles. Elles y cultivent la luzerne pour l'exporter ensuite vers leur pays d'origine, où cette culture est interdite en raison de sa forte consommation en eau. Ce faisant, elles privent les générations futures de cette eau qui leur appartient et elles accélèrent son tarissement, ce qui, à terme, entraîne la destruction de nombreuses formes de vie. Depuis quelques années, les exportations de luzerne égyptienne sont en forte hausse. Comment l'expliquer ? Nous rencontrons un lanceur d'alerte qui, malgré le danger, accepte de nous expliquer la responsabilité de l'armée dans l'épuisement de la ressource hydrique. Pour préserver son anonymat, nous avons reconstitué l'entretien. Les forces armées égyptiennes louent de vastes zones agricoles à des entreprises étrangères. C'est un marché qui rapporte des milliards de dollars. Je peux citer un cas où l'armée a confisqué 14 700 hectares aux fermiers par la force des armes. Ces agriculteurs ont tout perdu. Et s'ils avaient résisté, ils auraient fini en prison. C'est une source crédible. Et son récit recoupe d'autres témoignages au sujet du rôle de l'armée dans l'agriculture. De plus, l'imagerie satellitaire confirme l'apparition de vastes surfaces agricoles à proximité des installations militaires. L'eau n'a aucune valeur aux yeux du gouvernement égyptien. Cela met en péril l'avenir des Égyptiens, et je crains qu'un grand nombre d'entre eux ne meurent de faim durant les 20 années à venir. Les consommateurs européens doivent prendre conscience que leur comportement exacerbe ces problèmes. Contactés, les autorités militaires égyptiennes se sont refusées à tout commentaire. Al-Dahra, leader de la production de fourrage, est également très actif en Égypte et le fait savoir. It is specialized in high-scale land reclamation and cultivation projects, such as the one-of-its-kind project in the desert of Toshka in Egypt, spreading over 100,000 acres of land
and covering about 200 irrigation pivots. Nada Arafat a aussi enquêté sur ce projet, auquel environ 1/10 de l'eau du Nil devrait être dévolue. Al-Dahra, ainsi qu'un groupe saoudien, possèdent une grande partie des terres agricoles de la région de Toshka. Ce n'est pas logique que nous importions notre blé pendant que des pays étrangers s'approprient notre eau et nos terres pour cultiver la luzerne et l'exporter ensuite chez eux afin de nourrir leurs animaux. C'est injuste, c'est tout. Ces entreprises se sont emparées de la ressource la plus essentielle, l'eau, et empochent des sommes colossales en vendant leurs produits à l'étranger. Elles risquent une amende de 2 millions de livres égyptiennes, soit 40 000 €. C'est insignifiant. L'Égypte connaît actuellement une forte croissance démographique. En l'absence de gestion durable de l'eau, des famines sont à craindre. Si la situation reste pour l'heure moins critique en Europe, il est pourtant tout aussi indispensable de revoir notre rapport à l'eau. 1 an après la démolition du barrage sur la Sélune, nous retrouvons l'hydrobiologiste Roberto Epple. C'est la liberté. Le machin a disparu. C'est incroyable comme la nature a repris ses droits. Tellement vite et avec tant de force. La Sélune est à présent délivrée de ces 2 barrages. Elle peut à nouveau s'écouler tranquillement. Roberto Epple a rendez-vous avec Laura Soisson, de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Elle assure le suivi de la restauration écologique du fleuve. Salut. Bonjour. Les chercheurs veulent savoir si les poissons migrateurs peuvent à nouveau remonter le courant jusqu'à leur zone de frai. J'espère qu'on va enfin revoir ici de jeunes saumons qui pourront se reproduire naturellement. Pour la rivière, ça voudrait dire qu'on a un nouvel équilibre qui se met en place, que la biodiversité finalement de la rivière avec sa population de migrateurs se restaure. Sur le premier tronçon exploré, aucun poisson migrateur, seulement une écrevisse signale. Une centaine de barrages de toute taille sont actuellement démantelés chaque année en France. Une victoire pour les défenseurs de l'environnement. La journée est tout de même couronnée de succès. Alors, dis-moi, vite. Et on a... Alors, je veux savoir. Regarde. Ah. Oh, elle est belle. Elle est très belle. Elle a fait tout le voyage, sans barrage. Tout le voyage, sans barrage. Cette anguille va être pucée dans le cadre du suivi de la population de poissons. La semaine précédente, les chercheurs ont trouvé un saumon dans leurs épuisettes. C'est une super nouvelle pour la rivière, quoi. C'est très gratifiant. Ça veut dire que notre travail n'a pas été vain. Nous avons contribué à faire revenir la vie ici. Ce n'est qu'un début, mais la réapparition des poissons migrateurs annonce peut-être un retour à l'équilibre écologique de la Sélune. Au-delà de ses bienfaits pour la nature, une telle évolution est également souhaitable pour la population. On peut augmenter assez rapidement la résistance des cours d'eau et par là même accroître leurs chances de rester en bonne santé et de nous fournir de l'eau. Partout dans le monde, les fleuves, les rivières et toutes les réserves d'eau douce sont menacées. Moyennant des mesures adaptées, il est pourtant possible de rectifier le tir dans la durée et d'assurer ainsi notre survie sur la planète bleue.